Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette cassette audio du Manoir des Geeks sur la série animée des Tortues Ninja de 2003. Dans cette cassette, je vais vous faire découvrir l'incroyable histoire de cette seconde série d'animation, plus proche du comics originel, moins connu et moins apprécié du grand public, et pourtant chef-d'œuvre incontesté des défenseurs du matériau de base sur les Tortues Ninja. Nous verrons ensemble comment les Tortues Ninja sont nées, avec la rencontre de leur co-créateur, le contexte dans lequel sort la première série d'animation et les modifications de l'œuvre originale que cela a entraîné, et enfin, les difficultés auxquelles a fait face la série de 2003 pour entrer au panthéon des séries d'animation. Mais avant, reprenons les bases. Les Tortues Ninja, ou Teenage Mutant Ninja Turtles en VO, sont l'œuvre de Kevin Eastman et de Peter Laird, créée en 1983 et publiée en comics pour la première fois en mai 1984. Eastman, jeune illustrateur de 19 ans, trouve dans un bus un magazine gratuit du nom de Scat, dans lequel une histoire est dessinée par Peter Laird et qui correspond à son propre style de dessin. Le jeune homme se rend dans les bureaux de Scat pour proposer son travail et obtient les coordonnées de Peter Laird à Northampton, à qui il envoie une lettre pour qu'ils se rencontrent et partagent leur travail. En arrivant chez Laird, Eastman remarque un original de Jack Kirby accroché au mur. Il n'en fallait pas plus pour que le courant passe entre ces deux fans de l'illustrateur et qu'ils commencent à travailler ensemble. Eastman et Laird fondent le Mirage Studio en 1983 à Dover. Mirage car ce n'était pas vraiment un studio à proprement parler, juste un appartement où vivre et des tablettes en bois pour dessiner. Le studio se déplace ensuite à Sharon, puis à Northampton en 1986, qui a d'ailleurs une part importante dans le comics originel et la série de 2003. Un jour, Eastman dessine une tortue avec des nunchakus fixés sur les avant-bras et la montre à Laird en plaisantant « Hey, Ninja Turtle !» Laird adore et dessine sa propre version de la tortue à qui il rajoutera une petite queue à l'arrière de la carapace. Eastman dessine ensuite 4 tortues avec des armes différentes et des poses plus action. Laird propose alors le titre Teenage Mutant Ninja Turtles pour le rythme de la prononciation. Et c'est parti, les Tortues Ninja sont nées. Ils puisent leur inspiration dans Star Wars en utilisant Yoda comme modèle pour Maître Splinter, dans les comics de super-héros tels que Daredevil, avec l'organisation de la main qui inspire le clan Foot, qui signifie pied en français, ou dans Spider-Man pour les postures graphiques et les enjeux de leurs aventures. Le comics montre la vie de la rue avec le regard extérieur des tortues sur la société humaine. Il y a de l'action, c'est gore et violent, les tortues ont une identité et un style bien à elles, et les thèmes abordés sont matures. Le premier numéro des Tortues sort en mai 1984. 3000 exemplaires sont imprimés à l'aide de l'argent de l'oncle de Kevin Eastman. C'est un énorme succès. Ils doivent en réimprimer. Le duo va ensuite réfléchir à la manière de continuer l'histoire, réaliser de nouveaux comics à un rythme régulier. Ils engagent par la suite de nouveaux artistes pour les assister au lettrage, à l'ancrage et au dessin. Entre en scène Mark Friedman, un des nombreux agents qui veut transformer leur œuvre en montagne de billets verts. Mais pour info, à l'époque, Friedman se lance. Il n'est pas encore agent, il n'a pas ou très peu d'expérience. D'ailleurs, il louait son costume et sa voiture pour faire plus professionnel. Eastman et Laird répondent qu'ils sont heureux avec leur univers, qu'ils ne veulent pas le dénaturer en adaptant. Mais Friedman, nouveau dans le milieu, insiste et promet un regard et un aval des créateurs sur tout ce qui se fera, car il est prêt à tout pour décrocher ce contrat. Et leur annonce, en plaisantant, $1 million de bénéfices. Eastman et Laird acceptent les termes du contrat et Friedman se lance à l'assaut des partenaires. Après de nombreux rejets, ils trouvent enfin une entreprise intéressée, à savoir Playmates Toys. Carl Aaronian et John Handy, qui travaillent chez Playmates, sont amoureux du comics, mais savent tous deux qu'il faudra aseptiser totalement l'œuvre pour vendre ces jeux aux enfants. Un premier meeting est organisé à Playmates où l'équipe présente autour de la table est perdue. Un comics violent et adulte pour faire des figurines pour les enfants de tortues qui mutent et se battent. Les origines ne sont pas claires pour les non-initiés autour de la table. Et pour lancer une gamme de jouets pour les enfants, il faut qu'elle le soit. La société Fred Wolf Films va alors se charger de raconter les histoires des tortues pour les enfants à travers une série animée, en collaboration avec Playmates. Et c'est David Wise, avec un peu l'aide de Chuck Lorre, qui quittait l'animation pour aller vers les sitcoms, qui vont prendre en main les tortues. David Wise s'occupe du scénario et Chuck Lorre de l'animation du générique. Générique qui sera fait sans vraiment savoir ce qui se passera dans la série. 5 épisodes sont produits, ils racontent une nouvelle genèse des Tortues Ninja et sont censés lancer la gamme de figurines de Playmates.
Nouvelle genèse car de nombreux changements sont présents. Des personnages sont spécialement créés pour cette série animée. C'est le cas de Krang, Bebop et Rocksteady. Le Technodrome est l'ébauche d'un jouet qui sera intégré à la série plus tard. Shredder est aseptisé au maximum en passant d'assassin assoiffé de pouvoir à conquérant incompétent. April, qui était une scientifique et qui assistait le docteur Baxter Stockman, devient une journaliste qu'il faut sauver tous les 2 épisodes, alors qu'elle était une femme forte et intelligente. Splinter n'est plus le rat du maître ninja Hamato Yoshi, qui mute en rat géant devenant plus intelligent qu'il ne l'était déjà, mais est carrément Hamato Yoshi qui se transforme en rat. Les bandanas des tortues, qui étaient tous rouges dans le comics, auront chacun une couleur différente dans l'animé, pour faciliter l'identification des héros. Bleu pour Leonardo, rouge pour Raphaël. Je rappelle au passage qu'il n'y a pas de O à la fin de Raphaël. Celui avec un O, c'est une marque de chocolat, pas une tortue ninja. Orange pour Michelangelo et violet pour Donatello. On va également coloriser les protections qu'elles portent au coude et aux genoux à leur couleur, et comme on transforme ça en produit marketing identifiable, on va marquer leur initiale sur la boucle de leur ceinture et marquer en gros Tortue Ninja sur leur véhicule. Malgré tous ces changements, les origines de la naissance des tortues sont gardées. Un bocal, contenant 4 tortues, se brise et les créatures tombent dans le caniveau. Au même instant, un conteneur de substances inconnues avec l'inscription TCRI chute d'un camion et se brise en tombant dans les égouts, répandant cette substance inconnue sur nos héros qui les transforme en tortues bipèdes mutantes. La série est un énorme succès. Fred Wolf veut de nouveaux épisodes malgré le refus de Playmates, car les origines sont lancées et les figurines un véritable succès. Il va donc s'adresser à Mark Friedman pour le deal. Wolf ira ensuite voir CBS qui produira 26 épisodes, puis la série durera 10 saisons. C'est d'ailleurs dans la série animée que l'on entendra pour la première fois le terme Cowabunga. Simple cri de Michelangelo écrit par David Wise, il plut énormément à Fred Wolf et fut intégré ensuite dans la série comme cri de guerre. Cri de guerre qui sera repris bien plus tard dans le comics par Casey Jones, alors qu'il voit une vache dans un pré. D'ailleurs, il est important de noter que Casey avait déjà son propre cri de guerre dans le comics, et c'était Gungala. Les 3 dernières saisons changent de ton. La série est un peu plus sombre, il y a un peu moins de comédie, les méchants sont un peu moins ridicules, et les enjeux un peu plus importants. Depuis le succès de la série animée, Laird et Eastman, les co-créateurs des Tortues, étaient plus ou moins tombés d'accord sur qui faisait quoi. Eastman avait plutôt pris les rênes du merchandising et Laird s'occupait plutôt de la partie comics. Des deux, Laird était l'intellectuel introverti qui accordait une place essentielle à la psychologie des personnages, leur voyage émotionnel, le cœur de l'histoire. Eastman, quant à lui, était plutôt l'extraverti, passionné par l'action et prêt à faire des sacrifices sur son œuvre pour faire rentrer plus d'argent. Si l'on devait comparer Peter Laird et Kevin Eastman à leur création, Laird serait Donatello et Eastman serait Raphaël. Quand la série animée est arrivée à son terme, Laird et Eastman ne se voyaient déjà presque plus. Ils s'étaient éloignés depuis un petit moment. Le comics était chapeauté par Laird, mais conduit par les autres artistes de Mirage Studios, tandis qu'Eastman gérait la franchise en ayant un peu la tête ailleurs. Les films live arrivent au début des années 90. Le premier film est réalisé par Steve Barron, avec Jim Henson et son équipe, qui a notamment fait Dark Crystal. La production est chaotique. Il y a des soucis de budget, pas de distributeur. Le réalisateur veut un ton plus sombre et plus proche du comics, mais comme cela fait plusieurs années que les enfants voient les tortues à la télé, les producteurs s'attendent à ce qu'ils aillent voir le film et il faut donc leur rendre accessible. Le script est constamment épuré, aseptisé, on coupe des scènes, même si son réalisateur essaie de sauvegarder un minimum de son ambiance originelle. Le film sort en 1990 et c'est un véritable carton. Jusqu'en 1999, il s'agira du film indépendant le plus lucratif de l'histoire du cinéma. Cependant, malgré le succès de la version US, certains parents trouvent le film trop violent et trop sombre pour leurs enfants. Il est intéressant de noter que la version du Royaume-Uni était déjà censurée. On ne voit presque jamais les tortues combattre en utilisant leurs armes. Le tir est donc rectifié dès le début du deuxième film, réalisé par Michael Pressman, sorti 1 an plus tard. Les tortues ne se battent plus avec leurs armes, mais avec tout ce qui leur tombe sous la main. Dans la première scène, ils combattent dans un magasin de jouets et tout y passe. Yo-yo, jouets en plastique, statues promotionnelles. Le combat final contre Shredder n'est pas un combat. Shredder mute, grogne et détruit lui-même le ponton qui s'effondre sur lui. Fin du film. Quant à Tortue Ninja 3, c'est la cata. Et cela marquera la fin de la première ère des Tortues Ninja.
En 1993, c'est la séparation entre Eastman et Laird. Leurs visions sur la licence Tortue Ninja diffèrent, et ils arrivent un peu à la fin de leur belle aventure, avec la publication d'une série de comics, la diffusion d'une série animée, la projection de 3 films, les ventes d'une ligne de figurines, et des tonnes de produits dérivés à l'effigie des tortues. En 2000, Eastman, en manque d'argent à ce moment-là, probablement dû à son train de vie extravagant, et dans une période creuse en termes de succès pour les tortues, décide de revendre ses parts de Mirage Studios à son ancien partenaire Peter Laird. Laird y voit une opportunité de continuer l'histoire du comics et d'explorer les pans qu'Eastman ne voulait pas forcément explorer. Et pourquoi pas raconter la véritable histoire des tortues dans une nouvelle série d'animation, moins infantile et plus adulte. En 2001, il s'implique davantage dans l'écriture du comics, toujours en cours, et Lloyd Goldfind, producteur chez 4Kids, et Peter Laird, qui était devenu le seul détenteur des droits des tortues, entrent en contact. Contrairement à la première série, qui était plutôt humour orienté légèrement action, la série de 2003 en est l'exact inverse, action orientée légèrement humour. La nouvelle série est dès le début présentée comme étant orientée plus adulte, tout en étant appropriée pour les jeunes enfants. Et elle le restera, en tout cas, au début. Lloyd Goldfind devient alors le grand architecte de la série de 2003 sous le contrôle créatif de Peter Laird. Ils ont dans l'idée de faire une seconde série d'animation qui rendrait ses lettres de noblesse aux tortues du comic book originel. Une nouvelle ligne de jouets sort peu avant la nouvelle série. D'ailleurs, sur les emballages, il est indiqué 2002, alors que la série, elle, ne démarrera qu'en 2003. J'ai découvert cette série alors que je n'étais qu'adolescent. Tombé dessus par hasard sur TF Jeunesse, et ayant apprécié la première série animée des Tortues, je suivais avec intérêt ce nouvel animé. Seulement, voilà. La première série étant une part importante de mon enfance et touchant à la nostalgie, je suis déçu. Les tortues n'ont plus leur protection de couleur, plus l'initiale sur leur ceinture, leur van n'a plus la déco tortue de la première série, April n'est plus journaliste, les tortues ne mangent pas que des pizzas, le Technodrome et Krang sont absents, Michelangelo est constamment repris par ses frères lorsqu'il crie Cowabunga, on le frappe gentiment, on lui joue des tours et on lui répète « On te l'a déjà dit Michelangelo, plus de Cowabunga ». Bref, tout un tas de changements qui ne me plaisent pas, et pourtant beaucoup d'autres choses me plaisent. L'absence de pupilles quand elles portent leur bandana, les combats sont excellents, il y a de véritables entraînements ninja, le ton est plus sombre, des personnages meurent, les scénarios sont travaillés, les enjeux sont importants. Oroku Saki, alias le Shredder, est juste sinistre et effrayant au possible. À noter que le Shredder est un titre et non pas un nom qui signifie le déchiqueteur en français. Je me contente alors de suivre sans vraiment aimer passionnément ce que je regarde, plus par nostalgie de l'ancienne série et nostalgie des tortues que par l'amour de cette nouveauté. Déçu par cette nouvelle série, je décide alors de revoir les épisodes de la série de 87. J'ai tenu environ 7 épisodes. Impossible d'aller plus loin. Trop clownesque, pas d'enjeu, peu de danger, peu d'intérêt. Je me suis alors posé la question, pourquoi ? Pourquoi les deux séries divergent-elles autant sur autant de points ? Que s'est-il passé entre le comics d'origine et ces deux séries ? Pourquoi je n'arrive plus à apprécier la vieille série et je n'apprécie pas non plus la nouvelle ? Et là, c'est la claque. Tout ce que je reprochais à la série de 2003 était l'absence d'éléments de celle de 87, créée dans un but marketing. Après de nombreuses recherches sur le net, sur les deux séries, le comics, le blog de Peter Laird, je me fis une raison. La première série animée Tortue Ninja, bien que l'ayant appréciée étant jeune, n'était que la transformation d'une œuvre bien plus complexe, engagée et riche. Partant du postulat que ma première vision de la série de 2003 avait été déformée par celle de 87, je pris alors la décision de faire totalement abstraction, non sans effort, de la première série et de plonger intégralement dans celle de 2003 jusqu'au bout, qui se voulait plus fidèle aux matériaux sources en évitant toute comparaison avec celle de 87. Et je ne fus pas déçu. Goldfind avait dans l'idée de suivre la trame principale du comics en l'adaptant à l'écran avec le maximum de fidélité, bien qu'avec certaines contraintes comme la violence de certaines scènes à l'écran ou encore des scénarios trop complexes. Lui et Laird vont travailler main dans la main pour porter à l'écran la vision de Laird des tortues que Goldfind veut adapter. C'est le studio Dong-Woo qui se chargera de l'animation. Lloyd Goldfind est à la fois le créateur de l'adaptation de 2003 et la passerelle entre Peter Laird, le studio Dong-Woo et la chaîne 4Kids. Pour vous donner une idée de cette collaboration, sachez que Goldfind envoyait chaque scénario à Laird, qui allait jusqu'à corriger certains mots ou certaines expressions des dialogues, afin que cela corresponde parfaitement à l'esprit des personnages. La série marque les esprits.
allant à l'encontre de ce qui se fait dans l'animation occidentale, comme avoir des épisodes en de très nombreuses parties qui se suivent, faire des références à des épisodes passés depuis plusieurs saisons, voir des personnages mourir à l'écran, ou encore aborder des thèmes forts, comme le rejet, la torture, l'environnement, la corruption politique, l'esclavagisme, le racisme, l'expérimentation scientifique sur l'homme ou sur les animaux. Cette série raconte une histoire qui va d'un point A vers un point B pendant 5 saisons, et avec des conséquences aussi bien psychologiques que physiques sur les héros. Et ça, en 2003, c'est plutôt rare dans l'animation. Mais comme toute série animée, il a fallu la vendre à une chaîne qui n'a à l'esprit que dessin animé égale pour les enfants. Goldfin a dû jouer serré entre 4Kids et Peter Laird pour porter cette série sur le petit écran. Les premiers épisodes des Tortues sont très urbains, punk des années 90. On y voit des gangs, notamment le gang des Dragons Pourpres, dirigé par Hun, spécialement créé pour cette série, qui sera plus tard intégrée dans les comics. Mais contrairement à Bebop et Rocksteady de la première série, qui sont des abrutis finis, Hun est dangereux, violent et sans morale. Il y a de nombreuses batailles, entre les Tortues, les Dragons Pourpres et plus tard les Foot, sans trop de scènes dites violentes. Mais voilà, quand on veut suivre la trame du comics originel, arrive le moment où on doit faire un choix d'adaptation. Et là, c'est le coup de génie de Peter Laird, que l'on doit remercier pour la plus grosse hérésie vis-à-vis du comics originel, mais aussi le meilleur twist de la série et de tout l'univers des Tortues Ninja. Dans le comics, les Tortues affrontent le Shredder dans le premier numéro et le battent sur un toit. Le Shredder tombe du toit, mortellement blessé, avec une grenade dégoupillée, et il explose pendant sa chute. Eastman et Laird n'avaient à la base pas prévu le succès de leur œuvre, et donc pas prévu de suite. Plus tard, dans le comics, le Shredder revient d'entre les morts, scénaristiquement expliqué et justifié par l'histoire, et à la suite de son retour et d'une longue bataille, il meurt décapité par Leonardo. Attention, la partie qui va suivre contient des spoilers à plusieurs niveaux, je vous conseille donc, si vous ne connaissez pas cette série, et que vous voulez la voir, de vous rendre à ce timecode. Dans la série de 2003, le Shredder tombe également d'un toit, mais se fait écraser par une cuve à eau. Cependant, on le voit s'en sortir à la fin de l'épisode. Mais voilà, quand dans le comics Shredder est décapité par Leonardo, et que le moment arrive dans l'animé, les choses se compliquent pour Peter Laird et Lloyd Goldfin. Pour pouvoir faire passer cela à l'écran, Peter Laird a une idée de génie qui permettra non seulement de coller aux comics, mais qui servira aussi de pivot scénaristique pour étoffer l'histoire autour du Shredder. C'est une de mes scènes préférées de l'animé. Elle est juste incroyable. Les Tortues ont traversé de bas en haut la tour Foot en combattant de nombreux ennemis pour finir sur une terrasse. La bataille contre le Shredder se poursuit, et là, Leonardo et le Shredder se regardent. Immobiles, ils se jettent l'un sur l'autre sur fond de ciel nocturne avec pour seule lumière la lune, et Leonardo décapite le Shredder. Alors attention, il n'y a pas d'effusion de sang, la mise en scène est là pour rendre cela regardable, mais sur le coup, j'étais scotché par l'audace de cette scène. Je rappelle qu'on est en 2003, dans un dessin animé qui n'est pas un manga, avec des Tortues Ninja, et le Shredder vient de mourir en se faisant décapiter par une des tortues. Waouh! Cette scène a déclenché pas mal de réactions chez les spectateurs, et donc chez les diffuseurs. Aux États-Unis, chez 4Kids, un encadrement plus strict de l'écriture sera mis en place. Au Canada et au Québec, les diffuseurs ont grincé des dents. En revanche, en France, sur TF Jeunesse, c'est pas passé. En effet, la série de 2003 était à l'époque diffusée sur TF1 2 épisodes à la suite, le mercredi matin. Et s'il y a bien eu une censure française quant à certaines scènes plus tôt dans la série a été immédiatement déprogrammée à la suite de ces 2 épisodes qui contenaient cette fameuse scène. Elle se retrouvera plus tard sur Jetix et AB1, 2 chaînes du câble. À l'époque, TF1 sortait des DVD à l'unité qui contenaient 6 épisodes par disque. Ces DVD furent arrêtés, mais TF1 sortit un coffret intégral saison 1 qui contenait la suite et la fin de la saison, soit les 2 derniers épisodes inédits, puisque jamais diffusés à l'antenne. Malheureusement pour moi, je n'avais aucune de ces 2 chaînes. J'ai donc dû m'arrêter sur le cliffhanger du final de la saison 1 sans avoir de suite pendant un long moment. À l'époque, divers sites de téléchargement proposaient en VO les épisodes des saisons suivantes, mais il n'y avait pas encore de VF. Et après des années de recherche et de récolte, je réussis à récupérer enfin tous les épisodes en VF disponibles, plus les épisodes en VO qui avaient été censurés en dehors des États-Unis et qui n'avaient pas été doublés en VF. Car oui, la série a pas mal souffert de la censure. Des scènes coupées ou raccourcies en VF sur plusieurs saisons. Dans la saison 4, 2 épisodes ont été intégralement censurés en dehors des États-Unis. Un épisode de la saison 5 est censuré par la chaîne pendant sa production.
Ce qui est terrible, ce n'est pas la censure, bien que le débat ne soit pas si simple. La censure est là pour couper ce qui ne doit pas être montré. Mais voilà, la série avait été annoncée comme sombre de base, pour adultes mais supportable pour les enfants. Et le problème, c'est quand la censure ne coupe pas les bonnes choses, qu'elle retire des éléments importants de l'histoire, auxquels on fait référence dans d'autres épisodes non censurés, en laissant des scènes bien plus horribles et gore passer quelques épisodes plus loin. En tête, une scène horriblement dégueulasse de l'épisode 19 de la saison 4, où le visage d'un personnage se liquéfie. À la suite du combat final de la saison 1, de nombreuses protestations s'élèvent des parents des enfants qui regardent la série. Même si la saison 2 permit de digérer un peu cela avec l'apparition de nouveaux décors plus lumineux, Goldfind et Laird continuent sur leur lancée avec la saison 3, la plus sombre en termes d'événements et des choix que devront faire les héros. Elle marque un tournant mémorable dans la série et offre quelque chose d'inédit dans les séries animées occidentales. La série s'enfonce de plus en plus profondément dans des épisodes tragiques, notamment avec mon épisode préféré centré sur Donatello qui arrive dans le futur, où le Shredder règne en maître du monde sur un univers lugubre. Dans cet épisode, la plupart des personnages sont morts, comme Splinter ou Kazay. Les autres tortues sont plus vieilles, se sont séparées. L'une d'elles est probablement morte, les autres sont blessées et handicapées, perte d'un bras, perte d'un œil. Les couleurs de l'épisode sont ternes, la colorimétrie est faible, l'épisode fait très drame post-apocalyptique à la Terminator. Dans les premières saisons, les tirs d'armes à feu étaient représentés par des sortes de rayons laser. Mais dans la saison 3, il s'agit maintenant de tirs à balles réels. Certains personnages planifient de tuer d'autres personnages et c'est clairement annoncé dans les dialogues. Le final de la saison 3 ne dérogera pas à la règle. Un choix est fait par les héros, un choix jamais vu dans une série d'animation, et dramatique, qui amènera de lourdes séquelles tout au long de la saison 4. Attention, nouvelle zone de spoiler. Dans ce final, on assiste au dernier combat entre les Tortues Ninja et le Shredder. Les tortues se font éclater. Le Shredder électrise Maître Splinter. Électrocuté signifie qu'il meurt derrière, là il vit encore. Les tortues battues, agonisant au sol, prennent la décision de faire exploser l'endroit où elles se trouvent et donc de mourir pour tuer le Shredder, car elles ne sont pas assez fortes pour le vaincre et ne veulent pas le laisser s'échapper pour qu'il répande le chaos. L'instant est choquant. Et si vous vous demandez pourquoi le Shredder est de nouveau là, alors qu'il avait été décapité dans la saison 1, je préfère vous laisser la surprise de le découvrir par vous-même en regardant cette série. À l'issue de cette saison 3, Goldfind et Laird, qui essayent toujours de concilier leur vision du comics originel avec la vision de la chaîne, se voient beaucoup plus encadrés par 4Kids. 2 épisodes entiers seront censurés lors de la saison 4, en dehors des États-Unis, et n'auront donc pas de doublage VF. Le premier parce que Hun coupe littéralement en deux une créature mutante humaine avec des rafales de tirs de mitraillette. Du liquide se répand par terre alors que la créature se traîne au sol en agonisant. Alors attention, encore une fois, c'est mis en scène pour être en mode dessin animé. Quant au deuxième épisode, lui, voit la mort de 3 personnages, un au tout début de l'épisode, sur lequel on ne s'attardera pas plus que ça, et les 2 autres en plein milieu, de manière assez brutale. À la fin de la saison 4, alors que la tension est à son comble, avec un cliffhanger final qui laisse sans voix et retourne tout ce que l'on pensait savoir, la chaîne reprend le contrôle créatif de la série et veut rajeunir l'audience. Fini les épisodes sombres. Il faut envoyer les tortues dans le futur, où la Terre est peuplée de nombreux aliens, et où les tortues peuvent se balader le jour sans souci, dans le but de sortir la série de son ton trop nocturne. Dans le comics, les tortues ne sortent que la nuit pour ne pas se faire voir. Ce sont des ninjas qui utilisent l'ombre pour se mouvoir. On ne sait pas vraiment à quel point les échanges étaient tendus entre le duo Laird-Goldfind et 4Kids sur ce point. Ont-ils refusé? Ont-ils fait des concessions? Voulaient-ils finir leur adaptation à la fin de la saison 5? Goldfind et Laird, travaillant déjà sur la saison 5 et ayant une dizaine d'épisodes en storyboard, ne peuvent prendre intégralement part à la saison 6. Ils sont crédités mais font plus office de consultants que de décisionnaires. Je rappelle que Lloyd Goldfind est producteur chez 4Kids à ce moment-là et qu'il conduit cette série. 4Kids va alors réaffecter une partie de l'équipe de Dongwoo sur cette saison 6, intitulée Fast Forward, où les tortues sont envoyées dans le futur. Tandis que l'autre partie de Dongwoo, avec Laird et Goldfind, finit les épisodes de la saison 5. Saison 5, qui aura 13 épisodes, qui sortiront directement en DVD. À la rentrée, la saison 6, intitulée Fast Forward, avec la présence d'un nouveau générique, chansons et images, est diffusée alors même que le cliffhanger de la saison 4 n'est pas résolu.
La série n'est plus doublée en VF pour le Canada et ou le Québec. L'audience chute. La série, qui était un succès sur 4Kids, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Même si les épisodes sont extrêmement drôles, on perd l'âme des Tortues de 2003. Une série sur des ninjas agissant dans l'ombre. Le design des tortues change, elles deviennent plates et lisses car moins d'animateurs, moins de budget et donc moins d'efforts. Les épisodes, bien qu'estampillés avec le nom de Lloyd Goldfein en tant que Supervising Producer et de Peter Laird en tant que Creative Consultant, n'ont plus rien à voir avec les premiers épisodes. Splinter passe les 26 épisodes à couper les feuilles de son bonsaï, l'histoire n'avance pas, les nouveaux personnages n'ont que très peu de background mais plein de gadgets, on sent bien un retour à de la publicité pour vendre des jouets. Après un retour négatif des spectateurs qui râlent sur les forums, envoient des lettres et des emails à 4Kids pendant le début de la saison 6, la chaîne fait marche arrière et promet une diffusion de la saison 5 après la saison 6 en plus de sa sortie en DVD. La saison 5, baptisée Ninja Tribunal ou The Lost Episodes, arrive enfin à l'écran et les spectateurs vont pouvoir avoir la fin de la série selon la vision de Laird et Goldfein, mais avec des contraintes. 13 épisodes uniquement pour conclure ce qui avait été laissé en suspens, et surtout la fin doit laisser la possibilité de l'intégration de la saison 6 afin de légitimer cette saison et également les ventes de DVD. La saison 5 est diffusée, l'audience est de nouveau excellente, Laird et Goldfein arrivent tant bien que mal à boucler tous les pans scénaristiques qu'ils avaient commencés. Un épisode de cette saison 5 ne verra jamais le jour. Il s'agit de l'épisode 06 dans lequel on apprenait que Hun et l'homme Détritus, un méchant très secondaire de la série, étaient des frères siamois, mais qui à la naissance ne pouvaient pas survivre tous les deux. Leurs parents prenaient alors la décision de séparer chirurgicalement les deux enfants et de sauver Hun en sacrifiant l'homme Détritus. Dans les storyboards, le bébé était vulgairement jeté dans une poubelle à la suite de l'opération. D'ailleurs, il est à noter que la numérotation des épisodes n'a pas été modifiée dans la production de la saison 5. Il y a les épisodes de 1 à 5, puis les épisodes de 7 à 13, le numéro 6 étant absent, portant le nombre d'épisodes à 12 et non pas à 13, comme le suggère la numérotation. La fin de cette série est épique. Elle est pleine de surprises, de tensions, d'émotions, et à chaque visionnage, je ne peux m'empêcher d'être ému, de n'avoir qu'une seule envie, tout revoir encore une fois. La saison 5 divise malgré tout les fans. Certains la trouvent trop what the fuck sortie de nulle part, bien que le cheminement ait été mis en place petit à petit au fur et à mesure des différentes saisons de la série. Une fois la saison 5 achevée, 4Kids décide de produire une dernière saison de 13 épisodes, la saison 7, où les tortues reviennent à leur époque dans les égouts avec l'équipe débauchée pour la saison 6. Nouveau générique, images et chansons. Nouveau changement visuel, les tortues ont maintenant des pupilles, April change complètement de design, elle a maintenant les cheveux orange alors qu'ils étaient bordeaux, d'anciens personnages de la série disparaissent sans explication, d'autres comme Karai ne font qu'un bref caméo d'une scène durant à peine 1 seconde, de nouveaux personnages sont créés sans aucun background, le nouveau dirigeant du clan foot, qui est-il, comment est-ce qu'il est arrivé à la tête du clan, on s'en fout, le shredder numérique, qu'est-ce que c'est que ce truc, un virus informatique, pourquoi enlève-t-il Splinter du monde réel dans le monde numérique? Pourquoi ce virus prend la forme de l'ancien Shredder? Osef. Le spectateur s'y perd. Ces 13 derniers épisodes ne sont que de la souffrance. La série aurait dû s'arrêter à l'issue de la saison 5, et si la chaîne voulait rajeunir son public, elle aurait dû faire une nouvelle version pour les enfants avec une nouvelle équipe, plutôt que de modifier ce qui avait été établi dans la série de 2003. Si vous voulez regarder cette série, ce que je ne vous conseille absolument pas, bien entendu, c'est aujourd'hui très difficile. Certains épisodes sont durs, voire impossibles à trouver, notamment les épisodes censurés. En tout cas, retenez ceci. Saison 1, 26 épisodes en VF. Saison 2, 26 épisodes en VF. Saison 3, 26 épisodes en VF. Saison 4, 24 épisodes en VF et 2 épisodes en VO car censurés. Saison 5, 12 épisodes en VO, 13 à l'origine, mais 1 censuré pendant la production et donc inexistant. J'ai voulu me faire ma propre opinion en poussant jusqu'au visionnage de la saison 6 et de la saison 7, malgré les nombreuses mises en garde, ainsi qu'au film Turtle Forever sur lequel je vais revenir dans quelques instants. Mais je n'aurais pas dû. Il y a de trop grosses fractures entre les 5 premières saisons et les 2 dernières. En 2007, pendant la diffusion de la série, et avant que le film Turtle Forever ne vienne mettre un terme à cette version des Tortues, sort le film d'animation TMNT, Les Tortues Ninja, au cinéma, réalisé par Kevin Munro et produit entre autres par Peter Laird, qui pourrait presque s'inscrire dans la continuité de la série. Le film est très bon, le doublage VO est assuré par de sacrés noms comme Patrick Stewart, Sarah Michelle Gellar, Chris Evans ou encore Nolan North. Le doublage VF, lui, reprend quasiment tous les comédiens de doublage de la série de 2003, pour notre plus grand plaisir, à l'exception de Michelangelo. On sent encore clairement l'influence de Peter Laird sur la direction artistique et le ton de l'œuvre. En 2009, sort
Turtle Forever, ou le téléfilm de la réconciliation entre 4Kids et Laird Goldfin. Sorti en direct sous DVD, et sur la chaîne 4Kids, alors qu'il était prévu en tant que double épisode de la saison 7, puis prévu de sortir dans les salles de cinéma une seule journée lors du 25e anniversaire de la licence, il apporte une conclusion à l'univers de 2003 sans que l'on ait besoin de voir la saison 6 et 7, même si la série avait déjà une bonne conclusion à la fin de la saison 5. Produit et chapeauté par Lloyd Goldfin et Peter Laird, il s'agit d'un immense crossover multiverse où on y suit différentes versions des Tortues Ninja qui se retrouvent ensemble pour combattre une dernière fois le Shredder. Les Tortues du comics sont présentes en noir et blanc, les Tortues de l'animé de 87 et leurs méchants sont également là, et bien évidemment il y a celle de 2003, à qui on a de nouveau retiré les pupilles pour marquer leur différence entre elles et celle de 87. On aperçoit d'autres versions des Tortues, mais juste en tant que bref référencement. Le film est un choc entre les différents univers, avec des personnages qui ne comprennent pas leur autre version. Par exemple, les Tortues de 87, qui brisaient le 4e mur en s'adressant directement aux spectateurs lors de leur animé, le font encore dans ce film sous l'incrédulité des autres personnages, qui ne comprennent absolument pas ce qu'elles font. Le film est un succès. Il sera rediffusé de nombreuses fois sur 4Kids. J'arrive au bout de la bande. Si vous voulez en apprendre plus sur les Tortues Ninja de manière générale, vous pouvez toujours visionner le documentaire Turtle Power, The Definitive History of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Alors attention, c'est sous l'ère Eastman qu'a vu le jour ce docu, c'est donc un peu comme Star Wars, l'Empire des rêves de George Lucas, c'est pour raconter sa version de l'histoire. Si vous voulez en apprendre plus sur la série de 2003, il y a le blog de Peter Laird, dans lequel vous trouverez une mine d'informations extrêmement riche. Il y a également les interviews de Peter Laird sur la création de la série de 2003 sur YouTube. Merci à vous d'avoir écouté cette cassette, j'espère vous avoir donné l'envie de regarder cette excellente série animée des Tortues Ninja. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine cassette audio du Manoir des Geeks. Et en attendant, n'oubliez pas... Plus de Kawabunga!